C'est l'un des mouvements terroristes les plus meurtriers au monde. 400 000 morts depuis 2009, selon un décompte des Nations Unies. Boko Haram. Seydi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Votre dernier livre s'appelle Pour comprendre Boko Haram aux éditions L'Harmattan. Livre très pédagogique. Vous choisissez d'ailleurs de l'aborder sous forme d'un dialogue entre vous et Abdul Kader. Qui est-il, Abdul Kader? Abdelkader, c'est mon fils qui est né en France et que je souhaitais qu'il aille voir les réalités du Niger. Et c'est ainsi qu'il s'est embarqué dans Boko Haram. C'est ainsi que il est tombé dans Boko Haram, si je peux Oui, parce m'exprimer ainsi. qu'Abdelkader, il a 15 ans, il est né, comme vous dites, en France, il a grandi en France, et vous lui proposez des vacances à Difa, au Niger. C'est là que vous avez grandi, vous avez passé une enfance merveilleuse. C'est tout à fait exact. Et quand il est allé au Niger, moi je suis originaire de Difa, qui est dans le sud-est du Niger, qui est l'épicentre au Niger des activités de Boko Haram. Et pendant les vacances estivales, j'ai souhaité qu'Abdul Kader, qui était au Niger, se rende à Difa. Et pour cela, j'avais obtenu qu'il puisse prendre un vol humanitaire à partir de Niamey. Et le jour du voyage, quand il est arrivé, il n'a pu embarquer. On lui a fait comprendre que Difa étant une situation de guerre, les enfants ne peuvent pas être embarqués dans le vol. Et à son retour ici, il m'avait interpellé en disant mais il y avait une situation de guerre à Difa et tu ne m'en as jamais parlé. Et c'est ainsi que naît le dialogue entre lui et moi sur Boko Haram. Il vous a dit, vous voulez que j'aille à Difa, tu veux que j'aille à Difa, papa, pour me faire tuer par Boko Haram. C'est dur d'entendre ça pour vous qui avez passé une enfance paisible à Difa. Tout à fait. J'ai connu Difa, j'ai grandi à Difa et au moment où encore c'était la période où j'avais grandi à Difa, il y avait quasiment dans toute la ville 5 gendarmes et la nuit personne ne fermait sa porte parce qu'il n'y avait ni voleurs ni malfrats. C'était une ville paisible. Et quand je retourne à Difa en 2017 pour des raisons professionnelles, je suis accueilli par des chars de combat, par des avions. Ça m'avait vraiment fait un choc, cette évolution de Difa. Votre fils qui a l'âge des enfants qui sont embrigadés par Boko Haram, qui ont parfois 12 ans, à qui les chefs terroristes leur demandent de tuer leurs propres parents, leur père, leur mère, leur fils, leur sœur, leurs frères. D'où l'importance de la transmission, j'imagine, pour vous. Ah, c'est tout à fait important parce que c'est le meilleur outil pour combattre Boko Haram. Partant de ma propre expérience, je pense que la victoire contre Boko Haram ne se fera pas par le tout sécuritaire ou le tout militaire. C'est pas en achetant des avions de combat ou en augmentant les effectifs de nos forces armées qu'on va vaincre Boko Haram. Il y a un travail de pédagogie, à la fois envers ceux qui sont embrigadés et aussi envers les plus jeunes pour qu'ils n'aillent pas rejoindre Boko Haram parce que souvent, c'est des arguments qui sont avancés et ces arguments peuvent être séducteurs si on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les enfants, sensibiliser la jeunesse pour qu'elle ne partent pas grossir le rang de Boko Haram. Pourtant, il n'y a pas que l'ignorance qui mène à Boko Haram. Il y a des médecins qui ont rejoint les rangs du groupe terroriste. On apprend même dans votre livre que Boko Haram dispose d'un hôpital. Oui, je pense que c'est une des révélations de livre, à côté de la dimension pédagogique qui consiste à rendre accessibles les informations sur Boko Haram au plus grand nombre. Nous avons réuni certaines informations de première main, comme l'existence de cet hôpital de Boko Haram, où les blessés sont pris en charge, où il y a 2 médecins professionnels avec des équipes d'infirmiers, des brancardiers, des ambulanciers qui travaillent pour Boko Haram. Et il y a plusieurs... Comme on l'avait expliqué dans le précédent ouvrage, il y a plusieurs raisons qui amènent à rejoindre les rangs de Boko Haram. Il y en a qui vont pour des raisons idéologiques parce qu'ils sont convaincus que Boko Haram a une mission, celle de propager un islam, le vrai islam entre guillemets. Il y en a qui ont rejoint Boko Haram parce que ils espèrent y gagner sur le plan matériel et d'autres qui ont rejoint Boko Haram simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Voilà, les raisons sont diverses. Hein. Les raisons sont diverses. Alors vous revenez donc dans votre livre sur la naissance de Boko Haram en 2003 avec Mohamed Youssouf. Boko Haram qui ne prenait ni la charia ni la violence à cette époque-là. Tout à fait. Je pense que ça c'est très important comme idée reçue. On a toujours considéré, aujourd'hui en tout cas, on considère Boko Haram, vous l'avez rappelé, comme le mouvement terroriste le plus important au monde. À moins 40 000 morts, c'est un chiffre important. Mais à l'origine, Boko Haram n'a pas toujours été le mouvement violent qu'il est devenu. Mohamed Youssouf utilisait les arguments, utilisait la force des arguments et non les arguments de la force pour convaincre les gens. Il avait un discours et le terreau était favorable. Quand il explique aux gens du sud, du nord du Nigeria
que si les élites au pouvoir à Abuja volent l'argent, c'est parce que l'école occidentale les a éduqués dans le sens du vol. Le discours devient réceptif auprès de populations qui n'ont accès ni à l'eau ni à l'électricité, alors que le Nigeria produit 2 millions de barils par jour. Donc pendant toute cette période, de 2002 jusqu'à 2009, Boko Haram utilisait vraiment la force des arguments, la persuasion, le prosélytisme, et de fil à aiguille, le nombre de personnes qui venaient écouter les prêches grossissait. Et Boko Haram est parti de Kanama, la petite ville, à Gaïdam, la ville intermédiaire, pour aboutir à Maïdougouri, qui est la capitale de l'État du Borno. Et Boko Haram, c'est 40 000 morts et pas 400 000 morts, comme je l'ai dit au début, depuis 2009. Donc 2009, c'est le tournant avec Abubakar Shekau, le début de la lutte armée. 2015, l'internationalisation du mouvement qui prête allégeance au groupe État islamique. Et aujourd'hui, les enlèvements de masse d'écoliers continuent. Dimanche dernier, des dizaines d'enfants ont encore été enlevés dans une école privée musulmane. On regarde et on revient vers vous. C'est dit que sujet signé Lou Bureau. Ce jour-là, dans cette école au nord du Nigeria, le temps est resté comme figé. Les enfants n'ont rien pu faire. Avant même d'avoir attrapé leur sac ou enfilé leurs sandales, les assaillants étaient là, arrivés soudainement en moto, de nulle part. Les parents d'élèves accourent rapidement, mais il est déjà trop tard. Près de 136 écoliers sont introuvables, kidnappés par les bandits. J'ai pleuré à un tel point que je ne peux plus rien faire d'autre, vous me comprenez ? La détresse des parents est immense, d'autant qu'ils le savent, ils n'auront sans doute pas les moyens de payer la rançon exigée par les ravisseurs. Depuis l'enlèvement dimanche dernier, les autorités ont lancé une grande opération de secours, sans résultat jusqu'à maintenant. Les forces locales manquent de moyens et sont de manière générale débordées par l'ampleur de ces kidnappings devenus de plus en plus fréquents. Mon appel au gouvernement est qu'il devrait essayer de protéger notre peuple en premier et nos enfants en premier. Ils ne peuvent rien dire. Ils ont essayé avec les efforts qu'ils ont faits jusqu'à présent. Nous espérons qu'ils vont faire plus d'efforts pour ramener nos enfants avec succès. L'insécurité dans la région, c'est le principal défi des autorités nigérianes. Cela fait des années que les bandes armées profitent du vide sécuritaire laissé par les violents affrontements entre l'armée et les groupes djihadistes. Depuis décembre dernier, 730 enfants ont été enlevés. Un règne de la terreur devenu ici presque banal sous le silence criant de la communauté internationale. On a l'impression, c'est dit, que ça ne choque plus le monde. On a l'impression que les médias, certains médias n'en parlent plus en fait de ces derniers enlèvements, contrairement aux premiers enlèvements qui avaient fait une mobilisation internationale planétaire. Absolument. Lorsque le premier enlèvement en avril 2016 a eu lieu, les filles de Chibok, on s'en souvient, ça a provoqué une émotion planétaire. On se souvient de la mobilisation Bring Back Our Girls, l'implication de Madame Obama, de Tony Blair. À l'époque, ça avait choqué. Et c'était justement les groupes, c'était Boko Haram qui était derrière cet enlèvement. Mais il faut comprendre qu'au fur et à mesure, les enlèvements ont pris une dimension crapuleuse. Des groupes de bandits qui ne sont pas forcément de Boko Haram enlèvent des jeunes et perçoivent des rançons importantes avec des complicités locales, puisque la difficulté au Nigeria, c'est que c'est un État fédéral. Donc, entre le niveau fédéral et le niveau gouvernoral, au niveau des États, il y a souvent des différences d'appréciation. Aujourd'hui, l'État fédéral considère comme criminel l'enlèvement des enfants et ne négocie pas avec les preneurs d'otages, alors que localement, il y a des négociations parce qu'il y a de l'argent à tirer et comme souvent, il y a une sorte d'économie des otages qui s'est installée là avec ces intermédiaires et avec des gens qui gagnent, y compris dans les appareils d'État. Et c'est comme ça que le système tient, en fait. Le système Boko Haram tient avec ses rançons. Le livre qui dresse aussi pour la première fois le bilan de la déradicalisation, de la formation professionnelle et de la réinsertion sociale des ex-combattants. C'est le programme Repentir contre Pardon. Là est la limite du tout sécuritaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les forces mixtes multinationales. Oui, je pense que personnellement, pour avoir travaillé sur le sujet, je pense que c'est un des leviers qui peut permettre de démobiliser les gens de Boko Haram et de pouvoir prendre le dessus. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés à Boko Haram, non pas par idéologie, parce qu'ils n'ont aucune perspective. Ce jeune-là, il cherchait une opportunité
pour quitter les rangs de Boko Haram. Mais ils ne pouvaient pas partir avant ce programme repentir contre le pardon, parce qu'ils avaient peur au retour d'être incarcérés, d'être poursuivis pour terrorisme. À partir du moment où le programme a été mis en place au Niger, en décembre 2016, environ 400 à 500 jeunes sont revenus. Mais à la différence de ce qui a été fait dans d'autres pays, où quand les jeunes sont revenus, on les a laissés à eux-mêmes, et certains dessus sont retournés dans les rangs de Boko Haram. Là, ils ont été pris en charge, ils ont été formés, certains à la menuiserie métallique, certains au bois, certains à la restauration, certains même au maraîchage. Et à la fin de la formation, on leur a donné un kit. On leur a donné le matériel, on leur a donné une somme d'argent pour commencer leur activité. Et ça, ce type de programme est porteur. Cette réinsertion est cruciale parce que sinon, ils risqueraient de retourner vers Boko Haram. Oui, c'est ce qui est arrivé. Il y a une prise en charge avec les chefs traditionnels, avec des comités de paix, etc. Absolument, avec un accompagnement pour leur réinstallation. La personne formée dans le centre de radicalisation et de réinsertion sociale choisit elle-même la commune ou le village où elle souhaite se réinstaller. Elle est accompagnée dans le cadre d'un projet. Elle est remise d'abord aux autorités locales qui la réinstallent et qui s'assurent qu'il n'y aura pas de représailles parce qu'il y a souvent des risques de représailles et qui s'assurent que la personne est acceptée et qu'elle commence un business qui peut lui être utile et qui peut être utile à sa communauté. Avec la mort d'Aboubacar Shekau il y a quelques jours, est-ce que tout ce système peut encore tenir ? Oui, je pense que Boko Haram aujourd'hui c'est fractionné en diverses factions et la disparition de Shekau qui semble confirmée ne suffit pas à affaiblir totalement le mouvement. Le mouvement s'est fractionné à côté de deux ailes, l'aile qui est à Sambisa et l'aile qui est dans le bassin du lac Tchad, qui se revendique État islamique, la province d'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de petites factions parce que ça génère de l'argent, parce que ça génère un business avec ces barons, avec ces gens qui enrichissent. La disparition de Shekau ne suffira pas à venir au bout du moment. Il faut, je pense, qu'une expérience comme celle du Niger, repentir contre pardon, soit construite à une échelle régionale, l'ensemble des pays qui sont affectés par Boko Haram, et qu'on puisse mettre les moyens conséquents. Par exemple, le Nigeria a mis 500 millions de dollars pour acheter des avions de combat. Je pense que si cet argent avait été mis dans un programme comme celui-là, on aurait davantage de résultats. Pour comprendre Boko Haram aux éditions L'Harmattan, coécrit avec Abdulkader Abba. Merci, Siddiq Abba.